La Loire est sans doute l'un des fleuves les plus emblématiques de France, celui dont le bassin versant est le plus vaste. De sa source à son embouchure, elle traverse de nombreux territoires. Pourtant, elle est souvent découpée, fragmentée, tenue à distance, comme si nous avions appris à dissocier la nature de la culture. Et pourtant, la Loire porte en elle une culture riche et ancienne façonnée par son milieu. Celle de la navigation, de la pêche, des bateaux à fond plat, une culture faite de gestes, de savoir-faire et de traditions. Cette année encore, d'importants épisodes de crue nous ont rappelé une chose essentielle. Nous habitons en partie chez la Loire, et elle habite aussi chez nous. Le fleuve se révèle alors à nous, puissant, indomptable. Il nous dépasse et nous impressionne. Pourtant, depuis quelques décennies, nous nous en sommes éloignés. Nos modes de vie nous ont conduits à la considérer comme un simple décor. Mais aujourd'hui, quelque chose change. C'est dans ce contexte, marqué par une attention renouvelée au vivant, qu'est née l'idée du Parlement de Loire. Un projet qui cherche à donner une voix juridique au fleuve, pour mieux le défendre face aux défis environnementaux. Très vite, une question s'impose. Qui peut parler en son nom ? Le peuple de Loire existe-t-il vraiment ? Et si oui, qui est-il ? Nous sommes donc allés à la rencontre de celles et ceux qui vivent le fleuve au quotidien. Et pour commencer, quoi de mieux qu'un pêcheur professionnel ? Voici Alex Faga, que l'on appelle aussi Tatus, pêcheur de Loire et habitant de ces rives. Pêcheur pro, c'est capturer des espèces qui sont dans la rivière et puis pouvoir les vendre. Donc soit transformé, soit direct. Aujourd'hui, moi je pêche quasiment que des espèces pour faire de la rillette, donc c'est du poisson blanc, ce qu'il y a le plus dans la rivière. Ça m'évite de taper sur des espèces qui sont en danger. Alors le matériel de pêche en Loire, c'est très sélectif, c'est pas du tout industriel, c'est très artisanal. On pêche avec des grosses mailles sur les filets droits, donc c'est des filets maillants, de façon à laisser passer les poissons dont on va rien pouvoir faire. Après on pêche avec des pièges comme les nasses à lamproie ou les nasses à anguilles, les poisselles. Donc ça a un impact très faible, et puis on est très peu nombreux en pêcheurs professionnels. Sur la Loire, on doit être 25, toi. À un moment, si t'es pas stupide, tu vois bien que tes captures, elles sont plus ou moins grandes et que des fois, il y a des trucs qui sont en abondance, bah tu vas sur ceux qui sont en abondance, puis ceux qui sont un peu dans le mal, bah tu les laisses tranquilles. Ce que font très très bien les prédateurs naturellement, sans y réfléchir. La population de prédateurs, elle se développe parce qu'il y a des proies à bouffer. Ben, elle se développe, puis à un moment ils sont trop nombreux, puis il n'y a plus assez de proies, bah ils arrêtent de se reproduire, et puis nous on n'a pas compris ça. Nous. Alors moi c'était simple, je voulais une baraque en zone inondable. Et là ça fait 20 ans que je suis là, et c'est toujours le gros kiff quand il y a la crue quoi. Bon alors si au début de la crue tu te dis merde j'ai pas rangé les trucs dans le jardin, tout ça, genre, c'est pas très grave. Mais voilà, j'ai le bateau dans le jardin et t'attends ça avec impatience parce que ça change tout. Déjà, il n'y a plus de voitures qui passent, le calme, parfait. Et puis après, pour aller emmener les gosses à l'école ou pour sortir, faire tes courses, bah, tape 20 minutes de bateau, ça c'est cool. J'aime bien l'appeler la rivière. C'est un tout, c'est vraiment une entité vivante. Avec des composantes humaines, avec des composantes végétales, animales. Et l'homme a fait des conneries sur la Loire, mais a aussi fait des choses très bien. Le système prairie-bocage qu'il y a sur les îles de Loire, c'est une richesse biologique qui est importante. Après, moi, je la prends aussi en termes de bassin. C'est-à-dire qu'il y a la Loire, mais la Loire, elle n'est rien sans ses affluents, qui ne sont rien sans leurs affluents. Donc l'entité, elle est en termes de bassin pour moi. Que je vis dans... Là, on disait tout à l'heure, pendant les crues, l'eau elle est tout autour de toi, donc tu vis dans la Loire. À côté, quand il n'y a pas la crue, et je vis pour parce que je sais de la défendre. Donc c'est vraiment un rapport, c'est vraiment la colonne vertébrale de ma vie. Alors depuis 20 ans, j'ai vu la Loire se transformer, notamment au niveau de la turbidité de l'eau, la transparence.
Il y a eu une explosion de corbicules, qui est un petit coquillage qui vient de l'océan Indien, qui est arrivé par les ballastes des porte-conteneurs. À ce moment-là, la corbicule, elle s'est développée et elle s'est très très bien plu chez nous. Et puis là, la corbicule, elle filtre 80 litres d'eau par jour, donc elle a tout transformé le bordel et elle a rendu toute la lame d'eau transparente. Quand la lame d'eau est transparente, les rayons lumineux, ils descendent beaucoup plus bas, mais la charge en nitrate phosphate, elle est toujours là. Donc là, il s'est développé des algues filamenteuses et en fait, on a un phénomène de marée verte maintenant. Et l'été, on en a plein. Vivre en bord de Loire, c'est apprendre à la regarder autrement. À la voir changer, se transformer au fil du temps. Pour comprendre les équilibres et les fragilités de ce milieu vivant, il faut s'intéresser à la santé du fleuve. C'est dans cette démarche que nous avons rencontré Julien et Barbara, 2 biologistes à l'origine du projet Loire Sentinelle. Aux côtés d'une dizaine d'auteurs, d'artistes et de journalistes, ils ont descendu la Loire à bord de canoës laboratoires. Entre 2022 et 2025, ils ont ainsi mené une étude sur 28 sites. Déjà, c'est parti de cet état des lieux des connaissances existantes. Qu'est-ce qu'on connaît de la Loire ? On le sait toutes et tous, on ne connaît jamais tout, de tout, et surtout pas du vivant. Et en tant que biologiste, vraiment, notre prisme, il est là. Et on s'est posé la question de, justement, est-ce qu'on pourrait donner à voir la Loire non seulement pas juste autrement, mais pour ce qu'elle est de manière presque la plus exhaustive possible, même si c'est un absolu qu'on n'atteint jamais, etc. Et c'est comme ça qu'on a monté ces projets avec on les appelle des indicateurs, qui donnent à voir l'état de santé de la Loire. L'étude menée par Loire Sentinelle s'appuie sur plusieurs indicateurs, révélateurs de différentes réalités du fleuve. Le premier repose sur l'ADN environnemental. Il permet d'identifier la diversité des êtres vivants présents dans la Loire sans avoir à les capturer. Cette méthode consiste à prélever, dans l'eau, des traces génétiques laissées par les organismes qui y vivent. Un second indicateur s'intéresse aux microplastiques. Chaque jour, nos déchets finissent en partie dans l'eau et le fleuve n'y échappe pas. Le suivi de ces particules permet de mesurer, localement et concrètement, le niveau des pollutions du fleuve. Un outil essentiel pour repenser notre gestion des déchets. Et prendre conscience que la pollution est aujourd'hui l'une des principales causes de la disparition de la faune d'eau douce. Le bilan de l'étude de la campagne scientifique de 2022, ça nous a apporté des résultats. Et ces nouveaux résultats, ça nous a fait prendre la mesure d'un peuple invisible, qui en fait façonne complètement la Loire. La Loire, ses paysages, la Loire qu'on connaît. Sans ce peuple invisible, sans ces vies microscopiques et méconnues en plus, la Loire n'est pas ce qu'elle est. Et donc c'est beaucoup de micro-organismes qui sont majoritaires dans la diversité de la Loire. En fait, finalement, les espèces qu'on connaît, si on pense espèces en Loire, en fait, ils sont un petit pourcentage, c'est moins de 5% de toute la biodiversité de la Loire. Au-delà de l'analyse scientifique, le collectif Loire Sentinelle développe aujourd'hui des outils de prévention. Pour rendre visible l'invisible, il mêle reportages, dessins, texte, création sonore et vidéo. À la croisée des sciences et des arts se dessine ainsi une culture de la Loire vivante. Quand on a commencé à penser ce projet, qui est un projet de recherche, action, création, en fait, on a tout autant pensé l'ossature scientifique que l'ossature de création. Il y a un énorme enjeu à déjà réhabiliter un peu c'est qui le peuple de Loire ? En fait, c'est des micro-organismes pas connus qui vivent entre les grains de sable de Loire et qui façonnent son monde. La deuxième chose sur la question des microplastiques, c'est qu'on en a trouvé partout. Il n'y a aucun de nos points d'échantillonnage, les 20 sites, qui échappent à la contamination en microplastiques, et ni dans l'eau, ni dans le sable. Le collectif dresse donc un constat sans appel sur l'état de santé du fleuve. Mais pour que ces travaux, ces regards croisés puissent toucher le public, un autre rôle est essentiel, celui de la médiation. C'est là qu'intervient Estelle Rochard, médiatrice scientifique au musée d'Angers, qui a accompagné le projet Loire Sentinelle. Son rôle ? Faire le lien entre la recherche, le terrain et les publics. La médiation, ça consiste à un petit peu faciliter ce lien entre des sujets, des collections scientifiques et des thèmes abordés. Et donc faire ce lien avec des publics qui n'ont pas forcément toujours les clés, les cartes en main pour comprendre tous les enjeux qu'il y a derrière. La voix du fleuve, elle est là. Et je crois que Bruno Latour, il posait ça aussi, première audition du Parlement de Loire.
Il disait mais la voix elle est là, il faut l'écouter et maintenant ce dont on a besoin c'est de traducteurs peut-être, de commutateurs, des personnes qui font ce lien-là. C'est peut-être ça notre travail en fait. Peut-être qu'on est traducteur de ce que la Loire dit. On a vraiment ce lien en permanence entre l'art et la science. Et je pense que les deux, c'est vraiment des portes et des médiums pour arriver à toucher des publics. Et donc justement, c'est une manière finalement de toucher un tas de monde. Et les deux se complètent très bien. L'art, ça peut être un vecteur pour transmettre des idées plus scientifiques. Et inversement, parfois on utilise d'abord l'art et on a besoin des sciences pour comprendre l'art. La conscience écologique aussi, elle s'est réveillée à ce moment-là où on s'est rendu compte que plus les gens s'émerveillaient, plus ils avaient cette envie et cette nécessité de ne pas vouloir perdre ce qui les anime, ce qui les émerveille. Si les scientifiques ressentent aujourd'hui le besoin de croiser leur regard avec celui des artistes, c'est peut-être parce que l'art possède une force particulière, celle de sensibiliser. C'est dans cette perspective que nous avons rencontré Erwan Balança, photographe du vivant. Son projet de livre documentaire Au fil de la Loire, co-réalisé avec l'aquarelliste Yves Fagnard, l'a conduit à observer, à attendre, à entrer en relation avec de multiples habitants du fleuve, qu'ils soient humains ou non humains. Au fil d'une descente en canoë, de Roanne à Nantes, il a ainsi révélé un territoire souvent traversé, mais rarement regardé. Bonjour, je m'appelle Erwan Balança, je suis photographe de nature, paysages, plantes, et puis aussi tout ce qui est activité humaine en lien avec l'environnement. Une grande partie de mon travail qui est sur la nature de proximité, donc sur des choses toutes simples, que tout le monde peut voir en sortant de chez lui. Alors, comme ce que j'aime, c'est cette nature, j'espère aussi contribuer modestement au fait de sensibiliser les gens et leur donner envie de l'aimer et de la protéger. Ce voyage, je pense qu'on peut parler d'un voyage, ça a été quelque chose d'assez fort, et c'est vrai que ça a aussi renforcé mon lien avec la Loire en fait. C'est vrai que c'était un fleuve, une rivière pour laquelle j'avais beaucoup d'amour, je dirais. On a pris 1 mois pour faire 700 km avec simplement des pagaies, et je crois que c'est ça en fait le cœur de l'aventure. C'est pas forcément aller très loin, pas aller très vite, mais prendre le temps de vivre les choses et de vraiment les apprécier. Quand on est proche de quelque chose et qu'on passe beaucoup de temps à le fréquenter, on a tendance à faire de l'anthropomorphisme, à mettre l'humain sur un piédestal et à considérer que c'est l'espèce suprême. C'est une espèce parmi d'autres, je vois pas pourquoi elle serait suprême, à part peut-être parce qu'elle détruit la planète, mais pour le reste, on n'a pas grand-chose à envier à nos cousins, à nos voisins et à tous les êtres incroyables et magnifiques qui nous entourent. Parmi les initiatives artistiques récentes qui marquent le territoire ligérien, un nom revient souvent, celui d'Étienne Davodo. Dessinateur engagé, il propose à travers son travail une autre manière de raconter le territoire, de questionner notre lien au vivant et au fleuve, notamment dans sa bande dessinée Loire. Il y montre que cet art n'est pas un art mineur, mais un véritable outil de réflexion. En dessinant Loire, j'avais l'idée de faire le portrait d'un fleuve avec ses fragilités. Quand on aborde ce sujet-là au début du XXIe siècle, on ne peut pas dessiner juste un magnifique fleuve qui ne souffre de rien, qui n'a pas de problème, etc. On ne peut pas... ce serait une vision complètement éthérée et idéalisée de la réalité. En bande dessinée, le dessin, c'est pas la finalité. Le dessin, c'est le moyen de raconter quelque chose. Et le récit, c'est la finalité. Et là, mon idée, c'était de me dire que le décor n'allait pas être le décor, il allait être le personnage principal. C'est-à-dire que le personnage principal du livre, Loire, n'est pas un être humain, mais c'est un fleuve. Donc Loire, mon projet de livre Loire en bande dessinée, c'est le portrait en bande dessinée d'un fleuve. Moi, je pense que l'artiste
Et l'auteur de bande dessinée, ou le romancier, ou le cinéaste, ou le chanteur, ou l'acteur de théâtre sont des gens qui font intégralement partie de la société. En nourrissant les réflexions politiques, sociales et écologiques de notre époque, Étienne Davodo contribue à la déconstruction des idées reçues qui entourent la figure de l'artiste et participe à sa manière aux transmissions de la société. Nous sommes ensuite partis à la rencontre des bateliers artistes Olive Martin et Patrick Bernier. Installé à Nantes, leur atelier textile prend une forme singulière, une toux cabanée. Un espace de création mobile baptisé La Déparleuse en hommage à Édouard Glissant. À bord de cette embarcation, ils ont récemment mené le projet En tissant, en naviguant le long d'une partie du bassin de la Loire. Une exploration sensible du territoire qui les a conduits à tisser un journal de bord, où se mêlent rencontres humaines et non humaines. Une manière pour eux de raconter leurs relations au vivant. En s'inspirant de la tradition du tissage mandjak d'Afrique de l'Ouest, apprise auprès de l'artiste Ousmane Ka, ils donnent à ce journal une dimension à la fois narrative et symbolique. Au départ de ce voyage, on avait décidé effectivement qu'on tiendrait un journal de bord et que ce journal de bord serait tissé. Donc ça signifie pas mal de préparation et puis un temps. Donc en tissant, en naviguant, finalement, il y avait aussi cet ouvrage-là qui allait nous accompagner. D'avoir une source. La source, c'est notre voyage, qu'est-ce qui s'y passe, et ensuite ça nous permet de mettre en page, en quelque sorte, d'agencer ces motifs. Et donc il y a à la fois le hasard, les rencontres, et c'est ces hasards, ces rencontres qui vont nous permettre d'agencer ces motifs entre eux. On exposait le projet et donc on lisait ce journal et l'attention que nous on avait portée aux vivants, que ce soit les animaux, les plantes et les humains. Cette attention-là, elle était reportée aussi sur ceux qui nous écoutaient. Je pense que c'est vraiment notre mode opératoire, c'est-à-dire que on est des agents d'une prise de conscience et c'est notre propre prise de conscience qu'on peut à un moment partager. D'avoir une activité sur la Loire, de voir, on en est dépendant. Il est en train de se créer une nouvelle communauté de Loire, j'ai l'impression. J'espère que ça génère une meilleure attention et des solutions pour qu'effectivement, écologiquement, on sache la préserver. Ces différentes démarches artistiques témoignent de la richesse et du caractère vivant de la culture ligérienne. Mais pour que ces créations puissent rencontrer le public, le rôle des institutions culturelles reste essentiel. Elles deviennent des relais, des espaces de diffusion et de dialogue. À Ancenis, Isabelle Tellier, directrice du Centre d'art contemporain Le Mât, incarne cette dynamique. Avec ses équipes, elle accompagne ses projets en expérimentant de nouvelles formes de gouvernance, fondées sur des prises de décision plus collégiales. Pour moi, c'était aussi un peu se demander quel est notre rapport au vivant et comment les artistes s'en emparent. Une des choses qui est importante et qui est le cœur de notre projet, c'est l'idée de comment on fait communauté, comment on fait commun et comment l'art peut être aussi un espace où on se réunit et on se réunit autour des vivants, autour de questions qui sont des sujets indispensables aujourd'hui de société. Pour moi, c'est aussi comment les pratiques des artistes viennent aussi intégrer des écomusées, des lieux de médiation peut-être naturalistes, pour porter un autre éclairage, pour renouveler les regards, pour renouveler aussi les dynamiques de ces contextes-là. Réagir directement sur le milieu et faire un projet avec eux. En fait, tout ça, finalement, c'est un projet qui devient un projet où on prend soin du territoire par le biais ou depuis le champ de l'art. C'est aussi des engagements et donc, pour moi, c'est pas juste l'art enfermé dans un lieu d'expo, mais c'est comment l'art peut être à l'amorce de changements concrets. Il y a un vrai intérêt à avoir des lieux aussi qui permettent d'aborder cela
C'est pas si courant que ça finalement, des lieux où on peut se rendre pour parler de science. Donc des muséums, c'est un exemple, mais on a aussi plein d'associations qui font aussi super bien ce travail, et puis de maisons de l'environnement par exemple, des maisons de Loire aussi, dont l'enjeu c'est vraiment d'aborder ça assez simplement pour le public et de diffuser toute cette culture. Pour transmettre cette culture, il existe, aux côtés des institutions, une force en constant renouvellement, celle des associations. Parmi elles, les Chalandous jouent un rôle essentiel sur le territoire. Ces constructeurs de bateaux participent à la transmission des savoir-faire liés au fleuve et contribuent à maintenir un lien vivant entre les habitants et la Loire. C'est lancé donc dans la restauration de petites embarcations. Donc on entretient les bateaux, on en a construit un bien sûr, et on essaye donc de valoriser donc ces bateaux-là donc au travers des navigations. Et le but c'est pour faire redécouvrir la Loire aux Chalonnais et aux Ligériens et à tout le public, pour avoir une sensibilité donc de la Loire, mais aussi bien au niveau bien sûr de son environnement, de sa faune, de sa flore. Sur le chantier, on essaye de faire des animations, des manifestations de batellerie, parce qu'on n'est pas les seuls, bien sûr, sur la Loire. Il y a énormément d'associations donc, de batellerie. Ça permet de créer une effervescence autour de la Loire. Et on s'aperçoit que ça attire beaucoup, parce qu'il y a une recrudescence de construction de bateaux qui se fait depuis quelques années. Là. Les gens reviennent vers la Loire. Ça sert vraiment à ça, c'est vraiment un objectif pédagogique. Tous les thèmes qu'on a choisis, que ce soit la faune et la flore de Loire, le patrimoine, c'est vraiment l'idée de faire partager un maximum de personnes tous ces aspects de la culture ligérienne. Et puis il est important de transmettre un peu ces savoirs, puisque la Loire, on est né avec la Loire nous a vu arriver, mais elle nous verra partir, donc elle sera toujours là quand on... Écrivez. Donc, y a pas de... Comme beaucoup de nos intervenants, les membres de l'association ont pris part à la Grande Remontée. Ce projet, lancé en 2019 par la Rabouilleuse, propose à des bateaux traditionnels de remonter le fleuve, au rythme d'escales, de rencontres, de conférences et d'événements. Une traversée collective qui s'impose aujourd'hui comme un moment fort de la culture ligérienne. Alors, la Grande Remontée, elle s'inscrit tout à fait dans ce cadre-là, oui, de l'approche de la Loire. D'ailleurs, ils l'appellent Comment va Loire, hein. C'était les termes des conférences de soir, Comment va Loire. Tous les soirs, il y avait des conférences, en chaque ville-étape. Parce que la Grande Remontée, c'est bien sûr c'est des bateaux qui remontent à la voile. Et voilà, donc c'était des scientifiques embarqués et des artistes en résidence. Je pense qu'il y a quand même quelque part quelque chose d'une solidarité, parce qu'on se reconnaît ligérien. On disait tout à l'heure, le bassin versant de la Loire, il est énorme. 117 500 km², c'est monstrueux. C'est 8 régions, quoi. Et pour autant, il y a des savoir-faire, il y a des façons de faire les choses où on se reconnaît. Il faut qu'à un moment donné, ce Parlement de Loire, il faut qu'il unisse les gens du Mont-Gervais-de-Jonc à Saint-Nazaire. Parce qu'il disait, on a trop découpé la Loire en petits morceaux, en communes, en communautés de communes. Je prends l'eau, je la traite, je la mets dans les robinets, puis je la rejette, quoi. Une multitude d'acteurs humains et non humains réunis par un même territoire. Tous coexistent, tous participent, et peu à peu, un mouvement prend forme. Ce que révèlent ces rencontres, c'est que le peuple de la Loire n'est peut-être pas une entité figée, mais un processus en devenir. Le Parlement de Loire incarne cette volonté de transformer notre regard, en cherchant à reconnaître le fleuve comme un sujet à part entière. Mais cette démarche pose aussi des questions. Celle de la personnification, et plus précisément, de notre difficulté à imaginer un monde où le non-humain aurait pleinement sa place. La Loire, elle nous dépasse, mais très très largement. Donc j'aurais du mal à la considérer comme alter ego, parce que pour moi, la Loire, elle est beaucoup plus que moi. Elle m'englobe moi et toutes les vies qui font son bassin versant. Clairement, le peuple autochtone de Loire, il faudrait le définir comme déjà, est-il entièrement humain ? J'aimerais bien dire qu'on n'a pas normalement à ramener ça à l'humain, parce que personnifier, ça veut dire on ramène vraiment ça à une personne, et les personnes, c'est souvent humain. Ceci dit, je me dis qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'humain, et que du coup, si on veut faire passer des messages, systématiquement,
C'est comme s'il fallait repasser par la personne humaine. Parce qu'il y a des êtres humains qui sont plus capables de penser autrement que par eux-mêmes. Et ce serait une manière de piéger finalement. On a cet objectif de vouloir éveiller les consciences et rapprocher certaines consciences du milieu fleuve. On n'est pas capable de leur faire comprendre ce que c'est cette entité. Donc on va utiliser la personnification pour avoir une discussion avec eux. Peut-être que, aujourd'hui, le peuple de la Loire, c'est justement ça. Débattre, questionner, expérimenter. Un collectif encore en mouvement, porté par une intention commune au vivant et la volonté de préserver ses milieux. Un peuple en devenir, fondé sur la redéfinition de notre relation au vivant, où coexistent et interagissent une multitude d'êtres. Une communauté façonnée par la culture tournée vers le fleuve. Dans cette dynamique, une sphère artistique et culturelle joue un rôle essentiel. Rendre visible, relier, sensibiliser. Elle devient un espace de transmission, de rencontre et de réflexion, capable d'accompagner cette transformation. Ainsi, le peuple de la Loire n'est pas encore pleinement défini. Et c'est peut-être là sa plus grande force. Il reste ouvert, en construction, et chacun peut y prendre part. Au fond, son essence tient peut-être à cela. Une attention partagée à un milieu et la volonté collective d'en prendre soin. Je crois que le peuple de Loire existe, qu'il ne le sait pas forcément. La seule chose dont je sois sûr, c'est que l'avenir de la Loire dépend d'une autre, et vice-versa. Dans mes rêves les plus fous, j'aimerais qu'on en fasse un espace ultra protégé, mais où l'homme ait toute sa place. Donc vraiment un espace bien réfléchi, où les activités humaines soient bien dosées. Et ça, c'est du régime du domaine de l'utopie. Mais bon, sans utopie... on n'a pas de but à continuer de vivre. Alors bon, soyez utopistes.